Bonjour à tous et surtout bonjour à la jeunesse gabonaise. Jeunesse pour qui ce live de la série Gabao 2023 est particulièrement dédié. Aimez la vidéo, partagez-la pour ceux qui sont connectés. Il faut partager la vidéo pour que nous puissions avoir ce direct, pour que je puisse instruire la jeunesse gabonaise à ce qu'on lui cache d'habitude, à ce que les hommes politiques classiques ont l'habitude de garder sous silence. Donc, je demande à ceux qui sont déjà connectés de partager la vidéo après l'avoir aimée pour la protéger. J'ai 5 minutes de retard parce que justement, je n'ai pas la possibilité de cliquer sur le bouton démarrer la vidéo, tel que c'est prévu dans l'événement que j'ai au départ créé. Il a fallu donc que je prenne 5 minutes pour créer ce nouvel événement sur lequel vous êtes désormais connectés. Voyez-vous les manœuvres qui sont mises en place pour nous empêcher de communiquer sur un sujet qui, je le sais, dérange absolument les Français-Africains. C'est la raison pour laquelle vous devez me suivre et surtout, vous devez partager la vidéo. Car des choses importantes seront dites aujourd'hui. Mais avant, comme il est désormais de coutume, je vais me présenter. Vous commencez à me connaître, je suis Privat Ngomo. Mais j'ai demandé à la jeunesse gabonaise de m'appeler par mon surnom, le charismatique. Voilà, le charismatique. K-R-S-M-T-K. Appelez-moi ainsi et ça me fera beaucoup plaisir. Je dis bonjour à nouveau à ceux qui sont en train de se connecter et leur demande de partager la vidéo après l'avoir aimée pour la protéger. Car il y a de fortes chances que nous soyons victimes d'attaques, puisque déjà au début, je n'avais pas la possibilité de lancer le live. Partagez la vidéo, aimez-la, faites en sorte que le plus grand nombre de jeunes soient connectés. Je ne serai pas long. Je vais essayer de faire des directs qui soient relativement courts, de sorte que vous puissiez les suivre pour ceux surtout qui n'ont pas beaucoup d'octets, qui n'ont pas beaucoup de forfaits. Je l'ai dit, je suis Privat Ngomo, alias le charismatique, responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement est une structure associative, politique et internationale. Elle se donne comme idéologie, comme corpus politique, d'être foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France africaine et enfin fondamentalement néo-panafricaniste. Nous avons décidé depuis la semaine dernière de démarrer une nouvelle série de conférences numériques qui porte exclusivement sur la politique de notre pays, le Gabon. Et qui dit politique suppose une connaissance des acquis que l'on doit retrouver, rechercher dans le passé. Et donc, l'histoire de notre pays nous intéresse, cette histoire que j'aimerais pouvoir conter aux jeunes pour qu'ils comprennent les enjeux dont il est question, notamment pour l'année prochaine, car nous arriverons au terme d'un mandat qui a été usurpé par Ali Bongo et sa caste. Il va falloir renouveler la tête de la présidence, selon la constitution de notre pays, qui donne un mandat de 7 ans à celui qui a été élu. Donc les jeunes Gabonais qui prendront part à l'élection présidentielle en tant qu'électeurs doivent être édifiés
sur certaines informations aujourd'hui qui sont cachées par la classe politique. Et j'ai pour ambition de vous révéler le peu que je sais. Je vous le dirai en toute franchise et en toute sincérité. Car peu importe aujourd'hui de vouloir cacher une vérité qui finalement se retrouvera sur les réseaux sociaux. Peu importe de la cacher. Par contre, il importe de dire la vérité. Car c'est dans la vérité que nous allons construire notre pays et non pas dans le mensonge, mensonge qui perdure depuis qu'un cercle vicieux s'est installé dans notre pays et permet que la volonté du peuple gabonais, la volonté de la jeunesse ne soit pas respectée lorsque cette dernière s'exprime dans l'urne. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous comme deuxième thème la question récurrente, la question qui taraude les jeunes esprits. Pourquoi Mbabosolo Paul? Pourquoi Mambundu Pierre? Pourquoi Mbobam André? Pourquoi Ping Jean n'ont pas été investis président de la République gabonaise alors qu'ils avaient été élus par le peuple gabonais? Voici la question qu'il faut se poser. Elle est importante, cette question, parce que nous aurons une élection présidentielle l'année prochaine. Est-ce que le prochain candidat qui sera élu connaîtra-t-il le même sort que ses prédécesseurs? Il faut absolument répondre à cette question. Il faut que la jeunesse gabonaise soit édifiée sur cette interrogation fondamentale et capitale. Je vais essayer de vous livrer les éléments qui sont en ma possession. Bien entendu, j'entends bien que ma version des faits ou mon interprétation soit contestée. Contestée par ceux qui sont encore vivants, je pense à Paul Mbabosol ou par M. Jean Ping, deux personnes pour lesquelles j'ai de l'estime et du respect, mais aussi par les héritiers des deux autres qui malheureusement nous ont quittés. Je pense à Pierre Mambundu et André Mbobama. Je vais donc donner moi ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu entendre de ces différentes informations aujourd'hui que je vais essayer de vous livrer de manière assez structurée, comme à mon habitude. Pour répondre à cette question, je voudrais d'abord soulever les deux caractères fondamentaux qui vont me servir de fil conducteur. Le premier caractère est l'équation personnelle de chacun de ces candidats. Et le deuxième caractère est la situation géopolitique de notre pays et les éléments structurels qui fondent cette réalité que nous connaissons depuis 1990. Lorsque, en 1990, la jeunesse gabonaise, celle de l'université, met le pays en émoi, il y a des violences policières qui s'exercent dans l'enceinte de l'université Omar Bongo. Une enceinte qui est pourtant censée jouir de franchise. Franchise qui empêche l'armée d'y entrer. Et pourtant, en 1990, l'armée est entrée. Et les exactions que l'armée gabonaise a commises dans ce lieu, dans ce temple du savoir, a conduit à la conférence nationale. Il faut expliquer aux plus jeunes que nous vivions l'époque du monopartisme voulu par les officines françaises et en 1990, un ras-le-bol populaire a voulu que nous changions de repère, nous changions de paradigme. Et nous avons donc opté pour le multipartisme intégral. Et c'est au cours de cette conférence nationale qui a réuni les Gabonais en avril et en mars que nous avons pu tomber d'accord sur une sorte de nouveau contrat social. Ce nouveau contrat social a donc organisé et prévu
la prochaine élection présidentielle de 1993. Précisément le 5 décembre 1993. Au cours de cette élection présidentielle, multipartiste, la première du genre, depuis 1968, quand le PDG a été déclaré parti-État, au cours donc de cette élection présidentielle, deux candidats vont véritablement s'affronter. Le président sortant, Omar Bongo Ondimba, qui est là depuis plus d'une vingtaine d'années, et le charismatique et brillant orateur, le tribun Paul Mba Abossolo. La version officielle laisse entendre que c'est Omar Bongo qui aurait gagné l'élection présidentielle de décembre 1993. Voilà pour ce qui est de la version officielle. Mais aujourd'hui, les Gabonais savent pertinemment que la vérité est ailleurs. Les Gabonais savent que c'est Paul Mba Abossolo qui a gagné cette élection présidentielle. Mais pourquoi n'a-t-il pas été investi? Pourquoi n'a-t-il pas prêté serment? Et pourquoi Paul Mba Abossolo n'a pas exécuté son mandat conformément à la volonté populaire, conformément à la souveraineté du peuple gabonais? Pourquoi Paul Mba Abossolo n'a pas été investi? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question que les jeunes doivent se poser. Et il nous faut, nous, les acteurs politiques, apporter des réponses. Instruire la jeunesse pour qu'elle ne commette pas les mêmes erreurs que ces dévancières, ces jeunesses gabonaises dévancières, celles qui l'ont précédé. Je vais vous donner alors, moi, ma part de vérité. Et j'accepte qu'elle soit contestée. J'accepte qu'elle soit contredite. Mais écoutez-la maintenant. De mon point de vue, deux éléments vont être déterminants et vont empêcher que Paul Mba Abossolo ne puisse prêter serment et gouverner le pays. Le premier élément relève de l'équation personnelle du personnage. Et le deuxième, de la situation géopolitique de notre pays, le Gabon. Je commence par l'équation personnelle. Paul Mba Abossolo a été élu, mais il a battu Omar Bongo. Simplement, face à Omar Bongo vaincu, il s'est rendu compte que derrière la marionnette Omar Bongo se tenait le marionnettiste, c'est-à-dire la France. Et la France lui a simplement demandé de négocier. Qu'elle prend acte qu'effectivement il a été élu, mais qu'elle a signé un contrat avec les Bongo. Et ce contrat veut que Omar Bongo reste président à vie. Et qu'il n'y a donc pas de place pour lui, Paul Mba Abossolo. Certainement que, comme Paul Mba Abossolo était un catholique, on a dû mettre à contribution l'archevêché de Paris, qui a pu être appelé l'archevêché de Libreville, pour essayer de convaincre Paul Mba Abossolo qu'en tant que chrétien, il ne fallait pas qu'il fasse couler le sang, il ne fallait pas qu'il y ait une guerre civile, il fallait absolument jouer la palabre africaine, il fallait discuter, il fallait parlementer, et il fallait surtout laisser Omar Bongo en place. Et qu'on trouverait bien quelque chose pour lui. La suite nous a montré effectivement qu'on a pu trouver quelque chose pour Paul Mba Abossolo. Il est encore vivant, je l'interpelle. Il serait bien qu'un jour, il nous explique deux choses. Un, pourquoi alors qu'il a été élu par le peuple gabonais, il n'a pas été investi, qu'il donne sa version des faits. Et deux, bien avant, pourquoi avait-il fait le boycott alors que son parti, le Morénat des Bûcherons, c'est ainsi qu'il l'appelait avant, avait pourtant de bonnes positions en ballottage pour le second tour. Pourquoi a-t-il cassé cette dynamique? Pourquoi ensuite est-il devenu le maire de Libreville? Pourquoi ensuite est-il entré au gouvernement au point d'être vice-premier ministre? Que s'est-il passé? Paul Mba Abossolo a le devoir d'expliquer à la jeunesse gabonaise les décisions importantes qu'il a prises et qui n'ont pas permis au peuple gabonais d'accéder à sa véritable souveraineté. Je pense donc que
le sentiment que Paul Mahamat Solo a de la France, c'est-à-dire qu'il accepte la primauté de la France-Afrique sur le destin de notre pays, est à l'origine de sa non-investiture. Paul Mahamat Solo n'a pas contesté la France-Afrique, il n'a pas contesté la France. Il a dit qu'il garantirait les intérêts de la France, les 75%, disait-il à l'époque, et que les 25%, il se proposait de mieux les gérer. La France, semble-t-il, n'a pas entendu ce discours. Et Paul Mahamat Solo n'a pas été investi, malgré tous les gages qu'il donnait à la France. Pourquoi une France à qui on donne tous les gages refuse de changer le visage de la présidence gabonaise et préfère garder Omar Bongo Ondimba? Voici l'équation personnelle. Quant à la situation géopolitique, la France considère que le Gabon est son territoire. Et donc, elle doit décider de qui est le préfet, le gouverneur noir, qui doit être à la tête du Gabon. C'est ainsi dans la mentalité de l'élite dirigeante française de la Ve République. Le Gabonais, ou plutôt le Gabon, n'est qu'une excroissance territoriale de l'hexagonale. Et donc les décisions qui sont prises au Gabon doivent l'être depuis Paris. Et les laquais, les valets, les gouverneurs locaux n'auront qu'à les appliquer. Avant, c'était les gouverneurs blancs qui dirigeaient notre pays. On a connu Pierre Salin de Brazza, puis pendant la Seconde Guerre mondiale, Félix Éboué, et le dernier c'était Yvon Bourges. À cette époque, la France n'avait pas de mal à mettre à la tête de notre pays un homme blanc qui faisait la politique dictée par l'Élysée. Mais quand sont arrivées les pseudo-indépendances, la France a jugé plus habile de mettre désormais un gouverneur, un préfet à peau noire, qui serait élu par son peuple. Quand dans la réalité, on le voit, les Gabonais élisent, mais c'est encore la France qui décide qui est la marionnette qui sera à la tête de notre pays, le Gabon, pour garantir que les accords de coopération seront scrupuleusement appliqués. Léon Mba a été la première marionnette, ce fut ensuite le tour d'Omar Bongo, et quand Paul Mahamat Solo, qui sortait de ce schéma, s'est proposé d'être le président du Gabon, la France s'est opposée et finalement a réussi à maintenir Omar Bongo Ondimba. Donc, jeunes Gabonais, ne vous en tenez pas à la version officielle. Ce n'est pas Omar Bongo qui a gagné les élections de décembre 1993. C'est Paul Mahamat Solo. Mais ce dernier n'a pas eu le courage d'affronter la France-Afrique. Mais à cette époque, le pouvait-il? Le pouvait-il? Peut-être a-t-il jugé plus sage pour sa vie d'accepter le diktat que lui imposait alors la France-Afrique. Parlons ensuite de Pierre Mamboundou. C'est la deuxième élection présidentielle que nous allons connaître sous la nouvelle ère du multipartisme. Nous sommes là en 1998, toujours en décembre, et Paul Mahamat Solo est candidat aux côtés de Mamboundou et aux côtés de président sortant Omar Bongo. Mahamat Solo, c'est vrai, a sa popularité qui s'est quelque peu écornée, puisqu'il est depuis maire de Libreville, et les gens pensent que désormais, il est en cheville avec le pouvoir. Donc le peuple gabonais va préférer la radicalité de Pierre Mamboundou. Ce dernier donc gagne l'élection présidentielle en 1998, mais il n'est pas investi. Pourquoi Pierre Mamboundou n'est pas investi? Alors là aussi, nous avons une équation personnelle différente, mais une même équation géopolitique nationale identique. Mamboundou, comme beaucoup le savent, est un franc-maçon, grand maître franc-maçon. Et nous pouvons penser que la France, qui tient à maintenir Omar Bongo Ondimba à la tête du Gabon, et qui sait qu'il a perdu,
a dû faire jouer les réseaux ésotériques, l'obédience maçonnique, les amis et frères de Pierre Mamundou, pour lui demander de ne pas aller au-delà ou en travers de la décision de la France-Afrique qui veut maintenir Omar Bongo à la tête du pays. Et Pierre Mamundou, comme Babou Solo, n'ont jamais récusé la France-Afrique. Au contraire, ils cherchaient peut-être son adoubement. Et dans cette logique où l'on accepte d'emblée que la France-Afrique dirige notre pays, alors la proposition que cette dernière fait, c'est toujours de partir au dialogue. On a vu le dialogue des accords de Paris en 1994, après la crise post-électorale de 1993. Et ensuite, on aura les accords d'Arambo pour calmer les velléités de Mamundou. Donc, nous pouvons aussi dire que là, l'équation personnelle franc-maçonnique de Mamundou va jouer contre son investiture, puisqu'il va devoir s'en tenir à la volonté de ses maîtres maçons, pilotés depuis l'Élysée, pour qu'il y ait un calme au Gabon, pour qu'on entre en négociation, et que pour finalement on essaye de voir comment est-ce qu'on peut se partager le gâteau. Souvenez-vous de 3 milliards qu'Omar Bongo aurait donné à Mamundou, maire de Dendé, pour qu'il construise sa ville. Était-ce là l'arrangement qui a été fait sur le dos du peuple? Je me pose la question, je n'ai pas d'informations. Mais si les héritiers de Pierre Mamundou m'écoutent, je serais bien curieux de savoir quelles raisons ils donnent à cette générosité d'Omar Bongo à l'endroit de Pierre Mamundou. Et pourquoi Pierre Mamundou a-t-il finalement accepté de ne pas être président de la République? Pourquoi a-t-il accepté le primat de la France-Afrique qui a imposé Omar Bongo, qui pourtant n'a pas été élu par le peuple gabonais? Passons maintenant à l'élection de 2009. Élection au cours de laquelle Babou Solo est candidat, même s'il va se désister en faveur d'André Baobam. Omar Bongo n'est plus candidat puisqu'il est décédé. C'est maintenant son fils Ali Bongo qui veut prendre la place. Et il y a Pierre Mamundou également qui lui est candidat. Nous avons un résultat qui a donné Ali Bongo vainqueur. Après lui, Babou Solo Baobam en deuxième position. Et en troisième position, Mamundou. Puis on a interverti les deux derniers. Mais l'ensemble des Gabonais, dans la majorité des cas, l'ensemble des Gabonais pensent que c'est André Mbobama qui a gagné cette élection présidentielle. Mais pourquoi n'a-t-il pas été investi? Lui qui prétendait qu'il avait la clé, lui qui avait été ministre de l'Intérieur, et qui donc pensait avoir une certaine autorité sur les forces de défense qui ont réprimé les Gabonais. Pourquoi Mbobam n'a pas été investi? Posons-nous la question. De mon point de vue, Mbobam n'a pas été investi parce que Mbobam est un France-Africain. Il appartenait au sérail de la France-Afrique, au Gabon et en France. Il était un milieu, il était proche des milieux france-africains. En plus de cela, Mbobam est un franc-maçon, comme Mamundou. Donc des éléments qui vont jouer dans l'équation personnelle de Mbobam pour qu'il ne puisse pas être investi. De ce que je sais, il y a eu à l'Élysée un débat sur qui pour remplacer Omar Bongo décédé. Fallait-il choisir le fils adoptif, Ali Bongo Ondimba, ou plutôt le fils spirituel, André Mbobama? Sarkozy a tranché, car les camps étaient partagés. Un en faveur d'Ali, un autre en faveur d'André. Sarkozy aurait tranché en disant « Nous maintenons l'alliance avec la famille Bongo, le fils fera comme le père. » Et André Mbobama a été tenu au courant de cette décision élyséenne. Donc bien avant qu'on ne se lance dans l'élection présidentielle d'août 2009,
André Baobam savait déjà que la France avait pris position pour Ali Bongo Ondimba. Et on se souvient de la sortie de Robert Bourgi sur RFI qui laissait entendre qu'Ali Bongo ferait un bon président. Quand on sait les liens que Bourgi a avec la mafia france-africaine de l'Élysée, on comprend que c'est une façon d'orienter le choix du peuple et surtout de prendre position pour l'héritier putatif qui était Ali Bongo Ondimba. Baobam le savait. Et pour démontrer à la France qu'elle s'est trompée sur le choix du cheval, il a lancé son appel de Barcelone, il a fait une très belle campagne, il a été élu. C'était surtout une démonstration qu'il faisait à la France. Mais il était conscient qu'il ne serait pas le prochain président du Gabon, car ceux qui décident avaient pris une décision parfaitement différente. La France avait fait le choix d'Ali Bongo Ondimba aux grandes dames d'André Baobam. La suite, vous la connaissez. Baobam a négocié une conférence nationale. C'est encore une sorte de dialogue, une sorte d'accord voulu par la France. Par la France. Donc il y a comme une sorte de théâtre qu'on nous joue. Il y a comme une sorte de théâtre que les opposants jouent avec le peuple, où il y a un aspect court et un aspect jardin. Un aspect court où on a le sentiment qu'on veut en finir avec le système Bongo PDG, et puis un aspect jardin où on discute avec le marionnettiste afin de se retrouver à la place de la marionnette. Et donc, nous avons suivi Baobam, nous avons pensé qu'il allait être président, et finalement, Baobam a dû, comme Mambundu, comme Mbaba Solo, accepter le diktat de la France, parce qu'il est France-africain, et il ne s'oppose donc pas à ce que la France ait une primauté sur notre politique. Il ne s'y oppose pas. Il ne s'y est pas opposé. Et il est franc-maçon. Il y a donc des liens qui l'unissent à des maîtres maçons français dont il se doit d'avoir fraternité et solidarité. Alors on a pour Mbaba Solo les liens religieux catholiques qui nous lient à la France, et on a pour Baobam et Mambundu les liens maçonniques qui nous lient à la France. Donc chaque fois que la France nous lie par ces éléments-là, elle va pouvoir décider à notre place. C'est une leçon qu'il faut tirer. Un candidat franc-maçon à la tête, un candidat franc-maçon pour occuper le poste de président, peut-il se défaire de l'influence de la France? C'est une question. Peut-il réellement vouloir changer notre pays contre la France? Un candidat, quel qu'il soit, de l'opposition ou du pouvoir, qui soit France-africain, qui accepte donc la prédation de nos richesses par la France-Afrique, du moment que lui, il touche des petites dividendes en miettes bien entendu, mais en miettes de milliards, peut-il vraiment se battre pour le peuple? Voici les questions que les jeunes maintenant doivent se poser quand ils iront choisir le prochain candidat en août 2023. S'il est franc-maçon, va-t-il se défaire de ses liens ésotériques avec ses maîtres maçons français qui pilotent notre pays? S'il est France-africain, va-t-il se défaire des liens des membres du milieu France-africain dont l'ambition est de s'enrichir et toujours s'enrichir quand nous vivons dans la pauvreté, nous vivons dans la plus grande précarité? Parlons maintenant de M. Jean Ping, le dernier en date, car il s'est présenté à l'élection présidentielle de 2016 et lui aussi a gagné. Alors, je voudrais m'appesantir sur le cas de Jean Ping, parce que le charismatique, votre humble serviteur, était membre de son état-major de campagne. Autant pour Mbaba Solo, je n'étais qu'un simple électeur, de loin. Je n'ai fait que mettre mon bulletin dans l'urne. Autant pour Baobam, j'ai mis l'urne qui avait son effigie, après avoir soutenu Casimir Oyemba, père son âme, qui s'était désisté la veille. Là aussi, je n'étais pas dans le cercle des cercles. Mais pour ce qui est de Jean Ping, non, sans avoir été dans le Saint des Saints, j'étais quand même proche
du cœur de la machine, de l'état-major, de campagne présidentielle de M. Jean Ping, que je respecte. Je veux ici encore le dire, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, il n'y ait pas de malentendu. Tenir un discours de vérité ne signifie pas que les personnes qui sont mises en cause ne sont pas respectées par celui qui, en l'espèce moi, tient ce discours à l'endroit de la jeunesse. Donc ce qui m'importe ici, c'est de dire les choses que je connais, de dire la vérité, de ne pas la cacher. Car je suis persuadé qu'une jeunesse édifiée sur la vérité peut être capable de prendre son destin en main, car désormais consciente des enjeux. Et la vérité, c'est de dire justement quels sont les véritables enjeux, les ressorts qui sont cachés et qui ne sont jamais exprimés par les hommes politiques. Ont-ils peur? Pensent-ils à leur vie? Pensent-ils à leur situation sociale? Pensent-ils à leurs privilèges? Que sais-je? Mais ils ne disent pas la vérité. Et moi, j'ai l'intention de dire la vérité. Je suis un disciple de la Marthe, un disciple de la vérité et de la justice, pour qu'il y ait un ordre social politique favorable et bénéfique à tous. J'étais le président de la commission scrutin de l'état-major de campagne de M. Jean Ping. J'avais pour mission de former les différents représentants du candidat, de leur donner tous les éléments nécessaires à la réussite de leur mission. Et en même temps, j'avais la casquette d'être le chef de l'équipe projet informatique qui devait récupérer l'information au fil de l'eau par un système de VPN, Virtual Private Network, de réseau, par un système de base de données, les informations collectées, les procès-verbaux, et par un système applicatif, c'est-à-dire un logiciel qui allait compiler, c'est-à-dire agréger toutes les informations pour les villages, les bureaux de vote, pour les cantons, pour les départements, pour la province, pour les communes et enfin pour l'ensemble du pays. C'était ma mission. Et je pense avoir réussi, même si un de nos agents, Yeo, a été injustement incarcéré. Nous avons pu, sur les 9 procès-verbaux, obtenir 8 qui donnent les résultats exacts. 8 par rapport à la stratégie qui a été mise en place par l'état-major de Jean Ping et précisément par la commission scrutin que j'ai présidée. Seul le procès-verbal de la province de Haut-Ogooué, qui a été revu 3 fois, a permis donc la grosse machinerie de fraude que nous avons constatée et qui a été suivie d'un massacre inédit au Gabon. Pour ce qui est du massacre, j'étais au quartier général de Jean Ping lorsque nous avons fait l'objet d'un assaut militaire perpétré par la milice d'Ali Bongo aux alentours de 24h, 1h du matin. Donc je parle là en connaissance de cause. Je ne suis plus un témoin lointain. Je suis au cœur de la machine désormais. S'agissant de Jean Ping, lorsqu'il se lance dans cette aventure, était un violeux de mer. Il a pris soin d'avoir la position de la France. La France va-t-elle, comme d'habitude, soutenir Ali Bongo, fils d'Omar Bongo? Lorsque la France lui a dit, la main sur le cœur, que non, 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 nous, la France, nous allons nous en tenir à celui qui sera élu, Ping a donc décidé de se lancer dans la bataille. Et il a investi des milliards pour être élu. La France a même donné encore un second gage. L'Union européenne sera là pour venir attester de la qualité des résultats. Donc, ayant ces 2 gages, le premier, nous serons neutres. Le second, l'Union européenne s'assurera de qui a gagné. Ping a trouvé là qu'il y avait assurance à se lancer dans la bataille. Car si la France lui avait dit, lui qui également est un France-africain, car ayant évolué toute sa vie politique dans le milieu france-africain, lui qui est un France-africain, s'il n'avait pas pris ce soin-là, il serait parti à l'aventure, un peu comme Mbundu, un peu comme Paul Maboselo, qui eux ne sont pas des France-africains. Donc il a pris le soin, d'abord, de s'assurer que la France ne prendrait pas position.
Et étant de son état-major, plusieurs fois, à plusieurs réunions, Jean Ping nous a dit que la France était neutre et que pour la première fois, elle s'en tiendra à la décision du peuple. Et ce qu'il disait. Il était si confiant qu'il a même laissé entendre qu'il fallait aller voter et que lui, il ferait le reste. De mon point de vue, une maladresse verbale. Mais c'est ce qu'il avait dit. Et effectivement, les Gabonais, après avoir voté, ont dit, bon Ping, tu fais le reste. Et le reste, jusqu'à aujourd'hui, il essaie encore de le faire. Mais revenons à l'élection. Ping a obtenu 68% de suffrages contre Ali Bongo, qui n'en a collecté environ que 32%. Donc il y a environ 70% des Gabonais qui veulent le changement et 30 qui sont attachés aux miettes que leur donne le système Bongo PDG, aux miettes que leur donne la France-Afrique. Donc il y a une large majorité qui veut que ça change. Et cette majorité existe depuis 1993. Depuis 1993. Les Gabonais veulent changer de paradigme, ils veulent changer de repère, ils veulent changer de système. Ils veulent un autre système. Or, la France, elle veut maintenir ce système qui est tout à son avantage. Alors, pourquoi Ping n'a pas été investi alors qu'il a gagné les élections présidentielles? De mon point de vue, Ping a cru, peut-être trop naïvement, et c'est assez surprenant de la part d'un grand diplomate comme lui, mais il a peut-être cru que la France était sincère dans cette position. Il a appris à ses dépens, 6 ans après, que la France l'a finalement trompé. Ping a cru que dans la diplomatie, il pouvait amener les Français à l'installer à la tête du pays. C'est une position, il faut le dire, assez contradictoire, n'est-ce pas? Car si nous considérons que c'est le peuple gabonais qui est souverain, si vous êtes élu, c'est le peuple qui vous installe. Pourquoi encore aller négocier avec la France pour que cette dernière vous installe? Sauf si vous acceptez, finalement, que c'est la France qui détient la souveraineté du Gabon. Et c'est ce que nous, au New Power, nous disons, que nous ne sommes pas souverains, puisque nous n'arrivons pas à installer le président de la République que nous avons élu. Que c'est la France qui continue à installer. Et elle installe qui? Elle installe des marionnettes, c'est-à-dire des figurines sans volonté, qui feront justement ce que la France leur a donné comme instruction. Donc, la posture de Ping montre à suffisance que ce n'est pas le peuple gabonais qui élit son pays, son président, pardon, c'est la France qui décide de qui sera au palais du bord de mer. Donc, il rentre en négociation et on lui fait dire que cela va prendre du temps, il faut qu'il soit patient, qu'il ne faut pas faire des troubles, qu'il y a déjà eu un massacre, qu'Ali Bongo est brutal, qu'il faut aller sur des œufs. Et c'est ce qu'il a fait, en lançant chaque année que le pouvoir allait finalement lui échoir, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui. Alors, le hiatus stratégique que j'ai avec Jean Ping, je veux le dire ici. Je reconnais que c'est Jean Ping qui a été élu président de la République gabonaise. Voilà pourquoi je n'ai pas participé au dialogue et je n'ai pas voulu être membre du gouvernement et je n'ai pas voulu qu'on aille aux élections législatives. C'est ma position de principe. Car je reconnais que seul Jean Ping a eu l'onction populaire par les urnes. C'est une vérité historique et un jour il faudra bien que les historiens du Gabon, libres de toute idée néocoloniale, inscrivent cela dans les archives pour que les générations futures le sachent. C'est Jean Ping qui a gagné les élections présidentielles en août 2016. Mais la démarche de Jean Ping, j'y ai cru au début, tant qu'il laissait entendre qu'il était en discussion avec la France et que ça nous allait nous éviter peut-être qu'il y ait des affrontements meurtriers, qu'il y ait encore des victimes. On avait déjà souffert d'un massacre. Il se trouve que lorsqu'Ali Bongo est tombé en octobre 2018 et que j'ai suggéré à M. Jean Ping, dès le mois de décembre, janvier, d'exiger la vacance du pouvoir et qu'il a refusé de le faire, j'estimais qu'on était en train de passer à côté peut-être de la victoire. Jean Ping ne va parler de vacances du pouvoir que timidement au mois d'avril 2019, après le président Miboto, après Mme Laurence Ndong, après appel à agir. Alors, pour mémoire, sur le plan chronologique, j'ai été le premier à exiger la vacance du pouvoir dans une vidéo datée du 8 février 2019.
soit environ 4 ou 3 mois après la chute d'Ali Bongo à Riyad. Ensuite, c'est M. Zakari Miboto qui, le 23 février, fait donc une déclaration chez lui où il exige la vacance de la présidence, avait-il dit. Pas du pouvoir, de la présidence. Nous sommes le 23 février. Donc pratiquement 15 jours après ma déclaration sur les réseaux sociaux. Le 25 février, il reviendra au tour de Laurence Ndong, depuis la France, de faire son appel à la nation, où là aussi, elle a exigé la vacance du pouvoir. Et enfin, l'intervention qui a été la plus retenue, la plus connue, celle donc du groupe Agir, donc des 10 jeunes Gabonais qui ont exigé la vacance du pouvoir. Ping ne va s'exprimer sur la question qu'au mois d'avril 2019, alors que c'était à lui de monter au créneau, comme je lui ai suggéré dès le mois de décembre 2018, et j'avais pris soin de le faire sur les réseaux sociaux. Et son état-major m'en a même fait le reproche. Peu importe. Ping donc a été persuadé que c'est par la diplomatie qu'il amènerait Ali Bongo à quitter le pouvoir. Il faut qu'il tire maintenant les leçons de sa stratégie. En sortant de prison, j'avais interpellé Jean Ping en lui demandant, 4 ans après, Monsieur le Président, où en êtes-vous de vos négociations? Que le peuple gabonais est curieux de savoir si la France va vous installer ou non. Aujourd'hui, à peine 15 mois des élections présidentielles de 2023, tout esprit rationnel doit accepter que Ping ne sera plus jamais installé à la tête du Gabon. Et que là encore, la France-Afrique a réussi son jeu, aux grandes dames du peuple gabonais. Pourquoi Ping n'a pas été investi? Mais parce qu'il est France-africain. Parce qu'il accepte le primat de la France. Il accepte que la France décide. Il accepte de discuter avec elle. Alors que, dans certaines situations, il n'y a que le rapport de force. Et on le voit au Mali, où vous pouvez mettre dehors un ambassadeur français, ou vous pouvez mettre dehors une opération militaire Barkhane française, ou vous pouvez mettre dehors une opération militaire européenne Takuba, ou vous pouvez mettre dehors un média français réputé RFI, ou un autre France 24, ou vous pouvez même décider de dénoncer des accords de coopération. Assimi Goïta est en train de le faire. Il fallait avoir du courage. Il fallait s'inscrire dans une logique anti-France africaine. Ne plus accepter le primat de la France sur le destin de notre pays. C'est cela dont il est question aujourd'hui. Et si tous ces différents leaders qui ont eu le soutien du peuple parce qu'ils portaient l'espoir ont été élus, si tous ces leaders avaient eu dans leur esprit à s'opposer à la France-Afrique en utilisant les armes qui étaient les leurs, peut-être que la face du Gabon eût été changée. C'est du moins ce que je crois. Voilà ce que je voulais dire à la jeunesse gabonaise. Que si nos différents leaders n'ont pas été investis, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu affronter la France officielle et des réseaux. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu contrer les plans diaboliques de la France-Afrique qui veulent nous maintenir en situation de précarité. C'est simplement pour cela. Et peut-être aussi pour préserver leur vie, car c'est un combat très risqué. Assimi Goïta a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat et ce n'est pas près de finir. Quant au président Faustin Archange Touadéra, c'est le même. Il échappe à plusieurs tentatives d'assassinat. Donc la France, lorsque vous n'entrez pas dans le schéma qu'elle a arrêté, elle vous assassine. Et elle va donc propager la peur. Une peur qui va nous paralyser, qui va nous tétaniser. Et comme on sera tous immobiles à cause de la peur, eh bien la France a continué à exploiter nos richesses, à vitam aeternam. Donc si nous voulons être mobiles, nous devons nous dégager de la peur. Et dégager la peur, c'est ce que je fais en ce moment. Je critique vertement la France-Afrique et j'indexe les hommes politiques qui n'ont pas été à la hauteur de l'espoir qu'ils ont suscité. Que la jeunesse africaine et du Gabon s'instruisent sur ce que je viens de dire. Si certaines personnes pensent que ce que j'ai dit ne correspond pas à la vérité, qu'elles fassent des lives, qu'elles fassent des tribunes, et je suis prêt à entamer un débat pour édifier le peuple. Car dans notre pays, nous devons commencer à accepter la contradiction.
sur l'interprétation des faits. Et je vous ai donné, moi, mon interprétation. Maintenant, j'attends de voir quelle sera l'interprétation que donnera M. Jean Ping ou un de ses porte-paroles, M. Paul Mbabosolo ou un de ses porte-paroles, ou alors les héritiers de Mambundu et de Mbobam. Voilà ce que je voulais dire à la jeunesse gabonaise. Et je vais m'arrêter là, car j'ai décidé de ne pas être long. Vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas tressé mes cheveux. Si je suis dans la rue, avec mes cheveux naturels, on ne sait pas que je suis un guerrier de la France-Afrique. Beaucoup de Gabonais, de jeunes Gabonais ont des cheveux comme ça, non tressés. Quand je vous demande de vous tresser les cheveux, c'est pour vous identifier au combat que nous devons mener contre la France-Afrique. Tressez-vous les cheveux. Comme moi, tous les jeunes Gabonais qui auront les cheveux tressés comme moi, je saurai qu'ils ont compris le message que nous sommes en train de donner et qu'ils sont prêts à se battre pour que nous soyons les véritables maîtres de notre pays. Que la richesse du Gabon soit exploitée pour les Gabonais. Mais si nous continuons à laisser la France décider, comme elle le fait depuis 61 ans, eh bien nous allons nous continuer à nous enfoncer dans la pauvreté. Or, ces richesses sont celles du Gabon, elles ne sont pas celles de la France. Les autres hommes politiques ne tiendront pas ce discours de vérité. Je les mets au défi de venir me contredire sur ce que j'ai dit là. S'ils se taisent, c'est qu'ils continuent à rester dans cette logique que nous ne voulons plus. Une logique où le Gabon est perdant à 100% et une logique où la France, elle, gagne à 100%. Je dis aux jeunes Gabonais, tressez-vous les cheveux, comme le charismatique. Rejoignez-moi. Rejoignez ceux qui veulent que demain, ce pays appartienne aux Gabonais, que le Mali va bientôt appartenir aux Maliens. Otep à mes jeunes frères gabonais. Otep à mes jeunes sœurs gabonais. Merci d'avoir suivi ce live et je vous donne rendez-vous pour jeudi prochain avec un autre thème. Vous étiez jusqu'à 50 aujourd'hui. Nous commençons à faire des progrès. De plus en plus de jeunes écoutent. J'en suis fier, j'en suis heureux. Mais soyez plus nombreux, car j'ai encore d'autres vérités à vous apporter. On se voit jeudi prochain. À bientôt.